Donc, je suis Florence Raz, je suis la directrice régionale par intérim pour l'ONU Femmes, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basée à Dakar. Revenez un peu sur les motivations de cette rencontre aujourd'hui. Alors la rencontre d'aujourd'hui regroupe tous nos bureaux pays au niveau du système des Nations Unies en général. Je dirais que nous avons plus de 80 participants de 4 régions, donc l'Afrique de l'Ouest, du Centre, l'Afrique de l'Est et du Sud, la région pays arabes, mais également des collègues de la région Europe et Asie centrale pour réfléchir conjointement, travailler conjointement, collaborer, je dirais aussi prendre le pied des nouvelles procédures du système des Nations Unies en matière d'avancement des droits humains des femmes et de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que, outre le mandat de chaque agence onusienne, tel que le mandat de l'ONU Femmes en matière de promotion des droits humains, ou le mandat de mon collègue en matière de promotion des droits humains en général, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains, toutes les agences, conjointement, travaillent également entre elles et avec les partenaires externes, gouvernements, société civile et autres, au, je dirais, cadre normatif, c'est-à-dire les politiques publiques en matière d'égalité homme-femme, à la mise en œuvre de programmes qui visent à améliorer tant la scolarisation des filles que les luttes contre la violence à l'égard des femmes, la représentation politique des femmes à travers des politiques de quotas, à travers la loi de parité, par exemple, du Sénégal, qui est un très bon exemple. Et donc nous nous retrouvons à Dakar pendant 3 jours avec des collègues de plus d'une trentaine de pays des différentes régions pour échanger sur les bonnes pratiques que, je dirais, chaque système des Nations Unies met en œuvre dans son pays. Nous avons des collègues du Mozambique, du Tchad, du Maroc, bien sûr du Sénégal, de Madagascar, de la Guinée, de vraiment des pays très très divers, qui vont pouvoir partager leurs expériences et s'enrichir mutuellement afin que conjointement les agences du système des Nations Unies puissent contribuer effectivement à l'agenda des différents pays et aider tant les gouvernements que d'autres acteurs au niveau de ces pays, les organisations de femmes en particulier, à avancer leur agenda en matière d'égalité hommes-femmes. Pourquoi le choix de Dakar ? Parce que je dirais la première chose relativement naturelle, c'est que notre bureau ONU Femmes, mais aussi mon collègue du bureau de coordination des Nations Unies, sommes basés à Dakar. Mais je dirais ça, c'est peut-être pour la question plus ponctuelle. Je pense que le Sénégal joue également un rôle essentiel, un rôle de leader en la matière. Nous savons très bien que s'est tenue à Dakar avant, je dirais, la fin de l'année, la conférence sur les masculinités, sous la présidence de son Excellence Macky Sall, dans le cadre effectivement de l'Union africaine. Donc le Sénégal, le leadership, je dirais le travail également de notre ministre, Madame Fatou Diène, va dans ce sens. Nous sommes à la veille de la conférence mondiale communément appelée pour nous CSW, c'est-à-dire conférence sur le statut des femmes qui se tient à New York chaque année. C'est la 67e édition cette année, qui a pour thème l'accès des femmes, des filles aux technologies de l'information, au digital, à l'économie numérique. Le Sénégal en la matière est également un pays qui a mis en œuvre des initiatives très intéressantes. C'est un pays dont effectivement la connectivité demeure un défi, mais qui est quand même, je dirais, aussi à la pointe de certaines technologies, de la lutte contre le changement climatique avec une dimension genre. Donc nous sommes convaincus que, outre bien sûr la praticité, la centralité de certaines manières et la teranga sénégalaise, il y a également des avancées notables et un leadership sous-régional, régional en matière d'égalité hommes-femmes joué par le Sénégal. Justement, que résument ces nouvelles procédures du système des Nations Unies ? Alors, ces nouvelles procédures du système des Nations Unies visent à améliorer vraiment notre travail conjoint pour les agendas pays et pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, dans le cadre de la réforme des Nations Unies, le secrétaire général et, je dirais, les différentes équipes, mais aussi le Conseil économique et social, ont mis en œuvre une série de règles incitatives, mais aussi des demandes de reddition des comptes à travers différents mécanismes, différents indicateurs, où, en tant que système conjoint des Nations Unies, nous sommes appelés à nous engager davantage, allouer davantage de budget, travailler mieux ensemble
de manière générale et particulièrement en matière d'égalité hommes-femmes pour que l'impact sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, dans ce cas-ci en Afrique, pays arabes, mais au-delà aussi, soit une réalité. Donc il s'agit vraiment d'accélérer, je dirais, la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable et particulièrement l'ODD 5 qui a trait aux droits humains des femmes et à l'égalité genre. Vous avez mentionné la participation des pays arabes, par exemple, chez eux, on sait que la notion de liberté et de genre n'est pas très tenue en compte. Quelle est en fait la stratégie que vous voulez adopter par rapport à ça ? Alors je dirais que ça dépend énormément des pays. Par exemple, dans le cadre de cet atelier-ci, nous avons une représentation très vaste du Maroc. Alors, j'ai eu moi l'occasion de vivre, travailler 4 ans au Maroc et le Maroc est un des pays phares en matière d'institutionnalisation. C'est-à-dire que le Maroc est quand même le pays qui, dans la région, même si le Sénégal a aussi entamé une initiative de budgétisation sensible au genre, mais le Maroc est le pays qui, sans doute, dans la région Afrique de l'Ouest, pays arabes, a poussé le plus loin, je dirais, l'institutionnalisation de l'allocation de budget à l'égalité hommes-femmes dans les différents ministères sectoriels. C'est une initiative qui a commencé à l'époque, on les appelait les ODM, des objectifs de développement du millénaire, et qui vise vraiment à non seulement regarder ce que chaque ministère alloue, ça pourrait être l'équivalent, je dirais, d'un fonds 6 ou d'un fonds JIP ici aussi, se dire voilà, ce n'est pas uniquement le ministère de la Femme qui a cette responsabilité-là. Bon nombre de pays, dont la Jordanie et d'autres, ont fait un travail notoire en termes de statistiques genre, c'est-à-dire que ce sont quand même des pays qui ont ce qu'on appelle communément l'architecture genre, c'est-à-dire un ministère ou un secrétariat d'État en charge des affaires des femmes et de l'égalité hommes-femmes. Ce sont des pays qui regardent quand même la réalité et analysent de manière désagrégée, je dirais, les différents besoins et les différentes réalités entre les hommes et les femmes sur le terrain. Bien sûr, il y a des différences entre les différents codes de la famille, notablement, mais je pense qu'il faut quand même se rendre compte aussi que les différents pays, je peux en citer plusieurs, bien sûr les choses ont un petit peu changé, mais tous les pays, je dirais plutôt Maghreb, Machrek, ont entamé des réformes importantes des codes de la famille, tant dans ce qui a trait à effectivement la transmission du nom, l'héritage, l'accès à la terre. On ne parle pas d'une égalité parfaite, mais il y a des avancées notoires qui ont lieu. Donc c'est très important et très intéressant, je dirais, de voir aussi ce qui a été fait dans d'autres pays, jusqu'où ça a fonctionné et d'en prendre le pied dans nos pays. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, par exemple, l'UNIFEM a travaillé beaucoup sur la mise en œuvre de quotas avec les différentes commissions électorales, dans certains cas la parité, mais nous savons également que la législation ne suffit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des quotas nécessairement que les femmes sont davantage représentées, et on a nombre de processus électoraux cette année en cours. On a eu le Nigeria hier au niveau des élections locales, et je pense qu'on se rendra compte effectivement que dans certaines autres réalités, comme je mentionnais le Maroc, etc., il y a des leçons qui peuvent être intéressantes pour nos pays de la région. Mon nom c'est Robert Kochani, je suis le représentant régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous revenir un peu sur l'atelier de ce jour ? Oui, c'est un atelier organisé par notre partenaire ONU Femmes sur les questions de genre, comme l'a expliqué ma collègue tout à l'heure. Et bien sûr, les questions de genre touchent directement aux droits de l'homme, parce que la question du genre est transversale à toutes les activités que nous faisons en tant que Bureau des droits de l'homme. Et d'ailleurs, si vous prenez les objectifs de développement durable, il n'y en a pas un seul qui n'a pas une dimension genre. Donc du coup, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que mon bureau se joint à la représentation régionale de ONU Femmes ici pour cet atelier dont nous avons tous été satisfaits de la richesse, de l'expertise ainsi rassemblée, ainsi que la variété des divers participants et participantes qui sont présentes ici pour 3 jours de travail. Au vu des agendas et des programmes, bien sûr, que vous mettez en place, est-ce que vous êtes satisfait du résultat en fait, que vous avez au sein de l'Afrique ? En matière de droits de l'homme, on ne peut jamais dire qu'on est satisfait, parce que c'est un voyage sans fin. Il n'y a pas de pays qui soit blanc comme neige en matière de droits de l'homme. Donc,
On a des programmes, on les met en œuvre, on corrige là où on doit corriger, on encourage ceux qui sont derrière à essayer de rattraper ceux qui sont devant, le tout dans un contexte très constructif, pas de confrontation. Donc il est rare que nous puissions dire en matière de droits de l'homme que nous sommes entièrement satisfaits du travail qui est fait. On y est avec les États, avec les agences des Nations Unies, avec les partenaires, avec la société civile, avec tout le monde. On y est et on y reste. Tarek Cheniti, je suis officier principal de la coordination régionale au Bureau des Nations Unies pour la coordination du développement en Afrique. En tant que membre des Nations Unies, comment vous avez trouvé cet atelier d'aujourd'hui? Ce qui m'a interpellé dans cet atelier, c'est la présence de beaucoup de collègues venant de différents horizons. Nous sommes en train de travailler dans le cadre d'une réforme globale du système des Nations Unies qui nous appelle à travailler ensemble pour la réalisation de résultats à l'échelle des personnes les plus vulnérables dans nos sociétés, pour consacrer l'égalité et la non-discrimination à l'envers de certaines catégories qui sont plus sujettes à l'exclusion que d'autres, notamment les femmes et les filles. Donc la présence de plusieurs collègues venant de plusieurs pays et de plusieurs entités des Nations Unies démontre qu'on est en train de travailler ensemble pour cet objectif commun qui est de supprimer ces exclusions-là et d'œuvrer vers des politiques et des sociétés qui sont plus égalitaires. Dans cette lutte aussi que vous menez, on voit qu'il y a une inclusion aussi des hommes, là où on parle de masculinité positive. Oui, alors nous sommes en train de promouvoir et de protéger les droits humains dans tout ce qu'on fait dans les Nations Unies. C'est une obligation pour nous. C'est au cœur de nos mandats, quelles que soient nos entités. Ce n'est pas l'apanage d'une seule entité. Et donc la promotion de l'égalité homme-femme, elle est du ressort de toutes les entités des Nations Unies, quelles que soient nos spécialités. Et c'est effectivement cela qu'on est en train de faire, c'est de dire que, quelles que soient nos interventions, quelles que soient nos activités, il faut que ces activités-là, qu'elles conduisent à l'égalité parfaite entre hommes et femmes. Donc nous travaillons aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes pour faire en sorte que cette ambition-là se réalise. En tant que Tunisien, vous parlez de l'Afrique, vous avez dit que vous êtes une fois parti en Éthiopie, il y a des gens qui ne savaient même pas que la Tunisie fait partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe actuellement en Tunisie. En tant que représentant des droits humains, qu'est-ce que vous pouvez parler de ça? Alors, la Tunisie a une longue tradition de défense des droits humains. Nous avons une société civile qui est très active. C'est aussi un pays qui a une tradition de défense de l'égalité homme-femme. Nous avons des lois qui sont très progressistes en matière d'accès aux droits des femmes. L'accès au droit à l'avortement, par exemple, a été quelque chose qui a été promulgué il y a plus que 70 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la société civile tunisienne peut être fière. Maintenant, effectivement, il y a des enjeux comme dans tous les pays. C'est un travail continu, comme mon collègue l'a signalé. C'est quelque chose qui doit progresser dans le temps. Mais nous avons aussi les structures qui sont nécessaires pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et c'est grâce notamment au mouvement de défense des droits des femmes qu'on est en train de nous améliorer petit à petit. Mais ça va se refléter, bien sûr, sur le long terme j'espère, dans la manière dont les institutions fonctionnent aussi.